Bienvenue à Entrepreneur Mode d'Emploi, l'émission qui donne la parole aux dirigeants pour partager la réalité du pilotage d'entreprise, aider d'autres dirigeants et permettre aux personnes qui souhaiteraient se lancer de connaître tous les rouages de la gestion d'entreprise avec des outils concrets. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Tournier. Julien, bonjour. Bonjour Nelson. Comment ça va ? Très bien, comme un lundi matin. Ah bah c'est super, oui, on est lundi, c'est vrai, on tourne lundi. Julien, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours parce que tu es opticien ? Oui, c'est ça. Ta première activité, c'est opticien ? C'est ça, ma première activité, c'est opticien. Donc j'ai passé mon bac en 96. J'ai tenté la fac de médecine, que j'ai raté 2 fois. J'ai bifurqué, réussi à rattraper la fac de sciences. Et j'ai un DUC de sciences et un BTS d'opticien lunetier en 2001. D'accord. À Saint-Étienne. Et depuis 2001 ? 2001, j'ai continué un peu, j'étais apprenti, après j'ai passé plusieurs DU, optométrie, contactologie, donc c'est les lentilles de contact, optométrie c'est les examens de vue, et dépistage en santé oculaire et gestion. Voilà, tout ça pendant 3-4 ans. Et en 2005, avec un ami rencontré à l'école, sur les bancs de l'école, et sa femme, donc 3 copains, copines, on a décidé d'ouvrir un magasin. Et depuis, du coup, vous avez continué à travailler ensemble ? C'est ça. Ça fait 20 ans. 20 ans 20 ans qu'on... Ouais, c'est pas mal. 20 ans, ouais. Ça passe vite. Et on a décidé de travailler ensemble. On a ouvert un magasin, puis 2, puis voilà. Et puis maintenant, le groupe Juste un Regard, c'est 18 magasins. Super. Voilà. Et c'est pas trop long, 20 ans ? Eh ben non, ça passe très très vite finalement. Ouais. Quand on se retourne, on pense que ça fait long, mais finalement ça passe très très vite. Vraiment, on n'a pas l'impression que ça fait 20 ans. Et du coup, c'est quoi ton métier au quotidien ? Ton activité, c'est quoi ? Alors, c'est ce qu'il y a d'intéressant dans le métier d'opticien, c'est qu'il y a tout, mais vraiment tout. Ça va de la gestion de factures, de papier, de télétransmission avec la Sécu, avec les mutuelles. Il y a pas mal de gestion et de papier à gérer. Il y a l'accueil du client, il y a les montages, donc la réalisation vraiment des lunettes, et puis il y a tout ce qui est conseil avec les clients, aussi bien en visagisme que sur les verres dont ils ont besoin en fonction de leurs besoins justement. Et tu te positionnes comment par rapport à un ophtalmo ? Ah, alors non, l'ophtalmo, lui, prescrit les lunettes. C'est-à-dire que lui, il est vraiment médecin. Okay. Il a le droit de prescrire des lunettes. Et moi, quand le client vient, il vient avec l'ordonnance du médecin, justement, et je réalise les lunettes. Alors, on a un peu une spécificité depuis quelques années. On se dirige plutôt que opticien, on est plutôt professionnel de la santé visuelle. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on est équipé en matériel depuis 5-6 ans pour pouvoir réaliser les examens de vue. Donc on a le même matériel que chez l'ophtalmo. On a juste des choses qu'on n'a pas le droit de faire, c'est-à-dire dilater les pupilles ou des choses comme ça. C'est vraiment uniquement les médecins qui peuvent réaliser ce genre d'actes. Donc nous, on peut vraiment adapter des lentilles de contact, si l'ophtalmo nous a donné l'autorisation, parce que c'est pareil, il y a quand même certains risques. Il faut d'abord une ordonnance de l'ophtalmo pour pouvoir adapter des lentilles de contact ou réaliser des examens de vue. Et vérifier la vue, c'est-à-dire que si toi tu viens en me disant j'ai mes lunettes depuis un certain temps mais je ne vois pas très bien, je ne sais pas pourquoi, je peux réaliser l'examen de vue et donc modifier la correction si besoin est. En respectant tout un tas de protocoles, mais c'est possible. Donc du coup ça me permet de changer mes lunettes plus rapidement, d'avoir un rendez-vous Alors il faut avoir anciennement une ordonnance. D'accord. Quand même, c'est-à-dire que en fonction de l'âge, il faut avoir déjà vu un ophtalmo. Pour les enfants, jusqu'à 16 ans, c'est pas possible. On peut pas renouveler les lunettes des enfants. Entre 16 et 42 ans, l'ordonnance est valable 5 ans. Donc, c'est-à-dire que si toi, ton ordonnance, elle a 5 ans, moins de 5 ans, et que tu viens me voir, oui, je peux réaliser l'examen de vue. Et si la vue a changé, on peut renouveler les lunettes. Le métier d'opticien, est-ce qu'il a changé depuis 20 ans ? Je pense qu'il a changé. Je me souviens, au tout début, les gens avaient... je dirais une confiance aveugle en l'opticien, c'est-à-dire qu'ils arrivaient avec leur ordonnance et puis on leur conseillait tel ou tel produit, aussi bien en monture qu'en verre, et c'était signé, c'était réglé. Maintenant, il y a quand même pléthore d'opticiens, ne serait-ce que sur la région ou des choses comme ça, et donc il y a beaucoup de concurrence. Donc après, les gens pensent qu'on vend tous la même chose et puis surtout, ils regardent les prix.
Donc ils se renseignent, ils ont accès sur Internet à beaucoup de données, et donc du coup ils arrivent avec plein d'avis déjà, en disant moi j'ai lu que ça, moi j'ai lu que je suis myope et donc il me faudrait ça, moi j'ai lu que je suis astigmate et donc que gna gna gna, telle forme de lunette me conviendrait pas, ou j'ai vu sur ma belle-sœur que le rouge allait très bien, mais sur moi ça va pas, non ça va pas. Donc voilà, en fait oui ça a changé, les gens sont plus exigeants, plus au courant. Avant je pense que, je me souviens d'un prof qu'on avait de montage, donc il y a 25 ans, il travaillait avec la blouse et il avait un magasin sur Lyon et on avait l'impression qu'il était médecin, en fait, vraiment. C'est-à-dire que les gens arrivaient chez l'opticien comme s'ils arrivaient chez le médecin. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire que maintenant, on a l'impression que même si notre point de vue à nous, c'est qu'on est des professionnels de la santé visuelle, ça tend quand même à devenir juste des commerçants, de temps en temps. En tout cas pour le client. Dans le magasin lui-même, le magasin d'opticien, il a changé, il y a plus de machines, tu disais tout à l'heure? Oui, c'est ça. On a un parcours de santé visuelle, c'est-à-dire qu'effectivement, chez Justin Regard, on a une espèce de protocole, les gens arrivent, donc on va leur poser des questions sur leurs besoins, en tout cas comment ils vont utiliser leurs lunettes, parce qu'il y en a qui viennent juste pour avoir des lunettes que pour lire, il y en a qui disent, moi c'est des lunettes sur l'ordinateur, je fais 8 heures d'ordinateur par jour, j'ai besoin d'avoir un grand champ de vision parce que j'ai 4 ordinateurs tout autour de mon ventre. Donc on a besoin de connaître les besoins. On a besoin de connaître les besoins, c'est pas mal. On a besoin de connaître les besoins visuels de nos clients. Et puis effectivement, il y a un parcours, on peut vérifier effectivement la vue, prendre des mesures. On a une colonne numérique qui prend des mesures sur la largeur du visage pour nous orienter sur une dimension de monture ou ce genre de choses. Mais effectivement, c'est peut-être des choses qui existaient avant, mais pas avec ce matériel-là. Je me souviens, il y avait un céphalomètre, c'était quelque chose qui prenait la largeur du visage. C'était une espèce de pince, mais ça faisait un peu... je vais chez le médecin ou chez le mécano, quoi. Et maintenant, effectivement, on a des colonnes numériques qui font ça beaucoup mieux et beaucoup plus précisément. L'optique, c'est un métier passion? Pas du tout. Alors, pas du tout, du tout. Non, j'ai atterri là parce qu'il fallait bien faire quelque chose. Après, je pense que j'ai des parents qui ont toujours beaucoup travaillé. Donc, le côté travailler à son compte, c'est quelque chose que je devais avoir dans le sang aussi, entre guillemets. J'ai beaucoup aimé être salarié, mais ça m'apportait pas grand-chose. Là, il y a un vrai challenge quand même. Il y a 18 magasins maintenant, mais au début, il n'y en avait que 2. Et on ne savait pas trop ce que ça allait faire, quoi. Donc, et puis, alors, les banquiers étaient un peu frileux à l'époque. Bon, comme aujourd'hui. Mais voilà, on aurait pu faire plus tout de suite, on aurait pu, mais les banquiers n'ont pas voulu. D'accord, mais du coup, si c'est pas un métier passion, qu'est-ce qui te fait tenir en fait? J'ai appris, alors ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais sans doute très timide et ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'il a fallu apprendre à parler fort, il a fallu apprendre à parler tout court, à pas se cacher derrière une table ou derrière un meuble pour pas que le client nous voit, apprendre à l'accueillir. Mais je pense on doit peut-être l'avoir dans le sang parce que finalement c'est venu assez vite. Mais j'adore ce que je fais. Enfin, c'était pas une passion à la base, mais ça l'est devenu parce que depuis 20 ans, j'ai noué des relations avec mes clients. J'ai les parents, les enfants et des fois maintenant les petits-enfants du coup. Voilà, ça rajeunit pas, mais c'est un vrai métier relationnel quand même. Comment tu fais pour choisir les paires qu'il y a dans ton magasin? Parce que j'imagine qu'il y a des paires qui sont pas identiques à celles d'autres opticiens, mais il y a des paires qui sont identiques. Pour moi, la gestion du stock, c'est ce qu'il y a de plus dur. D'accord. Vraiment. Et même sur 20 ans, je crois que j'ai pas trouvé la recette. Quand les représentants viennent nous montrer des montures, on en a 100, 150, 200 sous les yeux. Dans l'idéal, je me dis que telle paire de lunettes va à telle cliente. C'est souvent ce que j'aime bien. Je me dis, oui, je sais qu'elle aime bien ça. Les modes changent tous les 5 ans. Maintenant, c'est des grands modèles. Avant, c'était tout petit. Maintenant, c'est très gros, très épais. Avant, c'était très fin. Bon, les modes changent, mais ça revient. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, je vais recommencer avec les mêmes modèles qu'il y a 20 ans. Ça va être rond, ce qu'on a maintenant, et très fin. Mais ce qui est difficile, c'est que des fois, on se dit, cette monture ira bien à madame Untel. Et ça marche pas à tous les coups. Donc c'était vrai que la rotation du stock, c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué pour moi. Après, c'est des coups de cœur, quoi. Enfin, je veux dire, on travaille quand même beaucoup de coups de cœur. Et ce qui fait la différence, c'est effectivement de ne pas avoir les mêmes modèles chez tout le monde. Donc on essaye d'avoir des fabricants un peu
différents. Et comment tu fais pour savoir quels sont les fabricants qui... Il y a un salon. Il y a D'accord. un salon de l'optique toutes les années. Il y en a un à Paris, mais il y en a partout. Enfin, il y en a à New York, il y en a à Munich, enfin bon, peu importe, mais il y en a à Paris. Et effectivement, ils se mettent tous dans un hall, dans un grand hall, et on peut voir toutes les collections possibles sur quelques jours. Et ils viennent chez toi aussi? Alors, on peut prendre des renseignements auprès de ses représentants sur Paris, ou alors, des fois, il y a le bouche à oreille qui marche pas mal. C'est-à-dire que sur les 18 magasins, ils ont des représentants qui passent d'un secteur à l'autre. Et il y en a un qui va me dire, ah bah, tu devrais voir telle marque parce que c'est porteur, parce que c'est nouveau, parce que c'est original, mais ou c'est pas trop cher, ou alors c'est sur une niche, c'est-à-dire que c'est vraiment très, très ciblé pour, je dis n'importe quoi, des bikers style Harley Davidson ou Porsche, ou je sais pas, enfin peu importe, mais il y a des niches des fois qui sont intéressantes d'avoir. Et du coup, c'est un peu particulier parce que tu es patron de ton propre magasin, Oui. mais tu as aussi une responsabilité au niveau du réseau de franchise. Non, j'ai pas de responsabilité, c'est-à-dire que chaque chaque personne est gérante de son magasin. Il y a une franchise, c'est devenu une franchise, on est d'accord, mais j'ai pas de responsabilité dans la franchise. Et du coup, comment ça se passe? Chacun est libre de faire ce qu'il a à faire ou c'est un message qui part de la tête de réseau et Non, qui redescend? chacun est et vous devez libre, l'appliquer? c'est-à-dire que malgré tout, les 18 magasins sont différents et tout en étant sur le même secteur, on n'a pas tous la même clientèle. Et effectivement, il y a peut-être des magasins qui ont une clientèle plus haut de gamme, ils vont se diriger sur des montures peut-être plus chères, ou inversement, des gens, si c'est trop cher, qui vont se diriger vers des montures plus abordables. Mais chacun est libre complètement de faire ce qu'il veut. Au niveau des fournisseurs de montures, par exemple, c'est les mêmes pour tous les magasins? Ouais. D'accord. Il y a quand même des choses qui sont... Grosso modo, on a une liste de 25, Oui. je vais dire, et on n'est pas obligé de travailler avec les 25. Ce que j'ai appris quand même, c'est que plus on resserre, plus c'est facile de travailler. Et plus c'est facile de gérer surtout. Avec 25 fabricants différents, c'est trop compliqué. D'accord. Donc on va dire qu'on a une liste de 25, et puis on peut en choisir 1, 2, 3, 5, 10, voilà. Mais je pense que c'est plus facile à travailler quand on en a 5, en termes de rotation, que quand on en a 25. En termes de réseau, puisque tu fais partie d'un réseau, quelles sont les obligations que chacun des magasins doit avoir ou est-ce que c'est complètement libre? Non, c'est pas tout à fait complètement libre. On a des obligations sur l'agencement. On est tous les mêmes codes couleurs, les mêmes meubles, ce genre de choses. Sur le protocole d'accueil des clients, quand même aussi, où on travaille tous de la même façon. Les magasins sont assez proches. Donc il faut qu'ils retrouvent à 10 km d'écart les mêmes prix et les mêmes produits. À quelque chose près, on peut changer les couleurs des montures ou ce genre de choses, mais il faut qu'ils retrouvent la même chose. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Parce que si moi, j'ai des prix 25% plus chers que mon collab qui est à 10 km, c'est pas possible. Donc en fait, on a quand même un protocole d'accueil des clients qui est à respecter sur tous les magasins. Et puis un nombre de fournisseurs. On ne sort pas... Exceptionnellement, on peut aller voir un autre fournisseur, mais ça n'a pas d'intérêt. Et comment tu te formes justement? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir d'autres... des outils ou des choses, ou même en communication, il doit y avoir de la formation. Comment tu te formes? Dans la communication, c'est compliqué aussi. Il y a une agence de communication qui nous aide quand même pour gérer la communication commune aux 18 magasins. Après, chaque magasin est libre de la communication locale. C'est-à-dire qu'il peut faire appel à qui il veut, quoi. Ou ponctuellement je sais pas, une équipe de foot, une équipe de rugby, un club de pétanque, peu importe, mais le groupe local, le magasin localement peut sponsoriser, voilà. Après, sur la communication globale, c'est géré en amont, donc en haut. On a notre avis à dire parce que du coup, il y a plusieurs campagnes prévues et on choisit celle qui nous semble le plus opportune. Donc en fait, vous vous retrouvez à 18 et Oui. en fait, vous décidez tous ensemble? Oui, alors c'est pareil, ça n'a pas été simple à mettre en place. On a cherché plusieurs façons. On a essayé par exemple de faire des tables d'achat, donc de commander à 18, on fait venir un représentant avec une marque, et de commander 18 en même temps. Ça, on le faisait avant le Covid, en fait, on va dire, parce qu'on vendait à peu près tous la même chose au même moment. Maintenant, ça marche plus, donc il a fallu trouver autre chose. Et c'est pareil avec les gérants. En fait, on se réunit tous les 3 mois, enfin grosso modo une fois par trimestre, pour faire le point conjoncturellement de ce qui se passe et mettre en place d'autres stratégies s'il y a besoin de changer. Mais effectivement, c'est des réunions à 18, ouais. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, en fait, le groupe, ça m'intéresse moins, je préfère repartir en indépendant, ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Ce qui m'intéressait moi, c'était le métier d'opticien, clairement. Je pense qu'au bout de 10-12 ans, j'en avais marre.
mais je pense qu'il y a des cycles, en fait. Et du coup, j'ai repris mes études et j'ai changé de voie, j'ai repris mes études pour faire autre chose, rien à voir, quelque chose de beaucoup plus léger. Effectivement, je suis somatopathe en même temps. D'accord. Donc, il a fallu que le magasin soit stable pour que je puisse reprendre mes études. Donc, il a fallu avoir des collaborateurs stables, déjà, pour que je puisse m'absenter plusieurs jours par mois, entre guillemets. Ça a été le cas à un moment, donc j'ai pu le faire. Et j'ai rattaqué mes études en 2016 et diplômé en 2020. Donc tu as deux sociétés qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est ce qui me fait tenir, vraiment. Et comment on passe justement de se dire, tiens, j'ai envie d'être somatopathe? C'est un métier passion du coup pour le coup ça. Alors c'était quelque chose dont j'avais besoin. C'est-à-dire que, en fait, j'ai rencontré une somatopathe suite à 2-3 problèmes de santé, voilà. Et cette dame, je m'en souviens très bien, j'ai fait une séance, j'ai détesté. Je l'ai trouvée agressive. Enfin, j'ai pas aimé, en tout cas. Mais elle m'a dit, j'ai trouvé son approche bien, mais pas la manière dont elle le faisait. Et elle m'a dit, il y a une formation qui ouvre dans 3 semaines. Donc si tu veux, c'est là, à tel endroit, et ça commence dans 3 semaines. Et donc j'ai eu 3 jours, grosso modo, pour me décider, faire une lettre de motivation et dire, j'y vais ou j'y vais pas. Et comment on fait pour gérer les deux activités du coup? Ça a été très, 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 très compliqué. J'ai voulu tout faire en même temps, et ça marche pas. Du tout. En fait, les deux activités sont très proches physiquement, c'est-à-dire que le magasin est à 250 mètres du cabinet et inversement. Et je me suis dit, dès que j'ai quelqu'un qui veut un rendez-vous, je lui le donne. De toute façon, je pourrais partir du magasin, assurer mon rendez-vous, revenir au magasin. Et en fait, ça marche pas du tout. Ah. Il m'a fallu 2-3 ans avant de trouver la bonne technique. En fait, il faut vraiment segmenter les deux activités. C'est-à-dire que lundi, mardi, jeudi, je suis opticien et mercredi, vendredi, samedi matin, je suis somatopathe. Et il n'y a que comme ça que ça marche. Donc en plus, c'est un mi-temps. Oui, c'est un vrai mi-temps entre les deux. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui t'a permis justement de te lancer dans une deuxième activité au regard de la première ? C'est vraiment l'équipe en fait. Il faut trouver des employés, des salariés, des collaborateurs solides et fidèles. Parce que dans le métier de l'opticien, en fait, on va parler de ton activité de somatopathe après, mais dans le métier de l'opticien, il y a énormément de contraintes, qu'elles soient légales, qu'elles soient... Ah oui. Et ton équipe, elle doit aussi transmettre une image que toi tu as portée pendant des années. Mais c'est super compliqué. Mais vraiment, on apprend beaucoup de choses à l'école, mais pas ça. Gérer les équipes, on ne sait pas faire. Vraiment. On apprend sur le tas, vraiment. Et même au bout de 20 ans, je pense que oui, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de normes, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Nous, en plus, on est sur des commerces, donc on est ouvert du lundi au samedi jusqu'à 19h. Voilà, donc il faut trouver des collaborateurs qui veuillent travailler le samedi, ce qui est de plus en plus rare. Mais c'est hyper compliqué. Après, il faut que l'activité soit stable, parce que si dans mes équipes, ça flanche un peu, les deux activités peuvent s'en ressentir tout de suite. Tu étais tout seul dès le début dans ton magasin ? Alors le magasin, j'ai attaqué tout seul, ouais. Pendant combien de temps ? Je pense que pendant 3 ans, on a fait tout seul. J'ai fait tout seul, ouais. Et du coup, comment tu as appris à déléguer au moment où tu es passé sur l'autre activité ? J'ai pas beaucoup appris. D'accord. J'étais obligé. C'est difficile parce que quand on fait depuis l'ouverture tout, on se dit qu'on sait tout faire. Alors, on sait tout faire. Est-ce qu'on fait tout bien ? Je ne sais pas. On pense tout savoir faire bien. C'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai que des fois, on a certains collaborateurs qui nous disent on peut faire comme ça, ou on peut faire comme ci. Et c'est pas si mal. Donc, on est obligé de s'adapter, et ça fait du bien de s'adapter, d'être un peu moins rigide sur tout ce qu'on pensait savoir. Et comment tu gères la gestion de conflits ? J'imagine qu'il y a des clients qui doivent arriver, qui doivent être un petit peu bousculants, ou pas peut-être, non ? Tu n'as jamais rencontré ça ? Les clients, depuis 20 ans, ils sont jamais énervés ? Si, il y en a quelques-uns, mais c'est très, très ponctuel en fait. On gère la crise. Je pense que de toute façon, dans le dialogue, on gère tout. C'est pas la peine de se braquer sur telle ou telle chose, mais en discutant, il y a toujours moyen de régler les choses. Mais alors, la première fois, ça fait drôle, parce que c'est très, très déstabilisant, parce qu'on pense... En fait, on est plein de bonne volonté, et on pense pas pouvoir nous reprocher cette bonne volonté, en fait. Ce qu'on fait pas à mal, ce qu'on fait pour nos clients, on le fait toujours dans l'intérêt du client, en fait. Et des fois, on nous reproche certaines choses, mais franchement, c'est très, très rare. Sur 20 ans, ça a dû arriver 3 fois. J'ai eu 3 crises avec des clients, ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir un magasin d'optique ? Il faut un diplôme.
Il faut être opticien. Il faut être opticien lunetier, avoir un BTS d'opticien lunetier. Il faut le déposer le diplôme à la CNAM, on a un numéro à Delhi ou des choses comme ça. Donc c'est assez réglementé. Il faut que dans le magasin, il y ait toujours un opticien, quelle que soit l'heure d'ouverture. Il est responsable de tout. En fait, on télétransmet des données de santé à la Sécu, donc on a quand même certains devoirs vis-à-vis de la Sécu. Donc moi qui n'ai aucun diplôme, je ne peux pas ouvrir un magasin d'opticien, même tu peux si travailler jamais en magasin, si tu veux. D'accord. Tu peux, si je te forme, tu peux vendre des lunettes, mais je ne peux pas te laisser tout seul dans le magasin, en aucun cas. Et il faut toujours qu'il y ait un opticien avec toi. Et je ne peux pas... délivrer de lunettes. Alors, je ne peux pas ouvrir un magasin, mais ne jamais y être présent et avoir que des opticiens. Il faut que vraiment dans les statuts, je sois opticien. Non, tu peux ouvrir un magasin d'optique, mais il faut que tu mettes un opticien dedans qui met son diplôme en jeu. D'accord. Donc finalement, si je veux ouvrir un magasin d'optique et que j'ai un opticien, je peux. Oui. Ok, ça c'était pour la partie opticien. Maintenant, je vais m'intéresser un peu plus à l'activité de somatopathe. Qu'est-ce que c'est la somatopathie? Qu'est-ce que je vais dire? C'est une... comment on va dire ça? Une thérapie manuelle, en fait. C'est basé sur l'ostéopathie. Le but étant la libération émotionnelle de traumatismes vécus ou transmis. Alors j'entends par là que ça peut être des traumatismes de grands-parents, arrière-grands-parents vécus, transmis, et qui t'empêcheraient, toi, d'avancer à un moment de ta vie, sans savoir pourquoi. Donc l'objectif pour moi, c'est de chercher, avec mes petites mains, quel événement dans la famille est arrivé pour que toi, tu sois bloqué à cet instant-là dans ta vie. Et pourquoi je viendrais chez toi, du coup? Eh bien, alors souvent, l'image que j'ai, c'est quelqu'un qui n'arriverait pas à franchir une marche. C'est-à-dire qu'on va dire que la vie, c'est un escalier. Donc, chaque fois, on monte une marche. Et il y a un moment, on bute. Mais on ne sait pas pourquoi. On bute. Et chaque fois, on va essayer un autre escalier. Mais chaque fois, il y a une marche où on s'arrête. Et on ne sait pas pourquoi. Eh bien, ça serait un peu ça. Alors après, c'est sous différentes formes. Hein. Ça peut être des enfants qui dorment pas la nuit, des enfants qui font pipi au lit tard dans l'âge. Ça peut être des états dépressifs postpartum. Ça peut être, voilà, il y a tout un tas un burn-out. Suite à un burn-out, il y a tout un tas de moments de la vie qui sont plus ou moins compliqués. Donc souvent, effectivement, c'est quand même des gens qui vont pas trop bien que je reçois, mais c'est pour les faire aller mieux. Et comment t'es venue cette idée, à part, tu m'as donné ton expérience tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a impacté ça en disant, oui, il y a vraiment des clients pour cette activité? Ou est-ce que c'était Non, je pense vraiment... que j'avais la fibre médicale dans le sang un peu, et j'ai besoin d'aider les gens. Voilà. D'accord. C'était vraiment ça. Et aider les gens, ça va m'aider beaucoup. Moi. Voilà. Si tu reçois donc le mercredi, le vendredi et le samedi, tu m'as dit. Tu as ouvert un cabinet pour ça? Oui. Donc tu as créé une nouvelle société? Le montage est un peu compliqué. Non, c'est en fait... la holding est propriétaire. J'ai une holding qui est propriétaire du magasin, et en changeant les statuts de la holding, j'ai pu exercer sous le statut de la holding l'exercice de somatopathe. Mais pourquoi du coup pas avoir créé une société? Parce que c'était plus simple comme ça, en fait, vraiment. D'accord. Ok. Tu peux en vivre de ton activité de somatopathe aujourd'hui? Pas complètement. Encore. Mais alors, je ne sais pas si au fond, j'ai toujours voulu en vivre ou pas. C'est pour ça que j'ai gardé l'activité d'opticien à côté. Mais vraiment, c'est un équilibre en fait. Ouais, c'est une soupape qui te permet, en plus d'être un équilibre, c'est l'un et l'autre se complètent et te permettent de partir d'un côté plus strict si tu en as besoin, et de partir d'un côté un peu plus passionné si jamais tu en as besoin aussi. Oui, mais l'optique est quand même une passion aussi, parce que j'aime rater une de mes clientes qui est fidèle depuis 20 ans, elle vient faire ses lunettes et j'y suis pas, et ben j'ai les boules. Parce que j'aime bien parler avec eux, parce qu'on aime bien échanger. Et en fait, je pense que du coup, le point commun entre les deux exercices, c'est l'échange, quoi. C'est vraiment le dialogue et l'échange. J'en ai besoin, tout le temps. Quels sont les effets de l'activité de somatopathe sur ce que tu reçois? Si jamais je viens chez toi, qu'est-ce que je vais en sortir? Il faut que je vienne une fois et ça y est, c'est réglé, mon plafond de verre est éclaté? Non, c'est pas ça. Souvent, quand je reçois les gens, quand ils viennent, à l'instant T, c'est qu'ils vont vraiment pas bien. Mais quand ils vont vraiment pas bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas bien. Donc quand je les reçois une première fois en séance,
j'ai beaucoup de choses qui vont pas bien et effectivement, on va dire, je dégrossis la situation. Et c'est souvent à la deuxième séance qu'on arrive à mettre le doigt sur vraiment le nœud et à dénouer un petit peu ce nœud. Alors, il n'y a pas 50 séances. En principe, je travaille entre 1 et 3 séances. Il y a des enfants sur qui ça marche très bien une seule fois. Et puis, il y a des enfants qui en ont besoin de 3. Mais l'objectif, c'est quand même qu'ils aillent mieux. Donc, c'est de les remettre en mouvement et de les faire passer cette fameuse marche-là qui bloquait un petit peu. Mettre le doigt sur quelque chose qu'ils n'avaient pas vu ou qu'ils ne sentaient pas, en tout cas. Ils s'étaient adaptés. En fait, l'image que j'ai, c'est quelqu'un qui a un torticolis. Donc il va pas pouvoir tourner la tête. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va avoir l'épaule qui monte et la hanche qui monte de l'autre côté. Enfin bon, résultat, il s'adapte. On s'adapte tous face à un traumatisme. Et on continue d'avancer. Sauf qu'il y a un moment où l'adaptation, elle tient plus. Et ben c'est à ce moment-là qu'il faut chercher pourquoi il y a eu le torticolis, pas pourquoi je me suis adapté, pourquoi il y a eu le torticolis. Donc ce que tu expliques, c'est que en fait, si jamais je veux résoudre le problème, je vais voir un ostéopathe. Oui. Si jamais je veux comprendre d'où vient le problème, alors, je vais il y a des toi. ostéopathes qui vont aussi très bien aller plus loin. Hein. Je ne suis pas plus fort que n'importe qui, et loin de là. Mais effectivement, la somatopathie aide à mettre en relation certaines choses, ou à chercher en tout cas vraiment le premier mot, en fait, le premier mal, plutôt. Pas les premiers mots, le premier mal. Voilà, et à mettre des mots dessus. Comment tu fais pour gérer une double activité au travers de ton métier de patron? Là, pour le coup, on va plus s'orienter sur la notion de patron. Est-ce que ce sont deux visions complètement différentes ou c'est complémentaire? C'est difficile à dire parce que les objectifs sont différents. Enfin, je veux dire, vendre des lunettes, faire tourner un magasin, ça a vraiment un côté patron, entre guillemets, de tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut faire fructifier ton entreprise, avoir des dividendes, enfin tout un tas de choses. Donc calculer des marges ou ce genre de choses. Sur l'activité de somatopathe, c'est pas tout à fait pareil. C'est une activité plus ou moins paramédicale, donc c'est plus dans le service. Enfin, je veux dire, un médecin calcule pas sa marge le matin. Enfin, on lui dit le prix de sa consulte. Et moi, c'est un peu pareil. Alors effectivement, quand j'annonce un prix de consultation, il n'est pas au hasard. J'ai pas choisi un prix de consultation au hasard. Mais on peut pas les mettre vraiment en relation. J'ai besoin des deux, mais on les gère pas de la même façon. Vraiment pas du tout. J'ai l'impression que tu parles de tes deux activités comme une activité de travail et une activité où en fait c'est du sport, c'est un peu l'évasion, comme d'autres feraient du sport. Est-ce que c'est un peu le cas ou pas ? Ouais, c'est un peu ça. Ça devrait pas l'être, enfin je sais pas. Mais en tout cas, c'est un peu ça. J'ai pas de personnel quand je suis en somatopathie, c'est pour moi. C'est mes mains, ma tête, c'est moi. Alors que quand je suis en magasin, j'ai des équipes, il faut gérer les maladies des salariés, enfin peu importe. Il faut gérer comme on gère une structure, quoi. Alors que quand on est tout seul, déjà on gère comme on veut. Si on veut poser une semaine de vacances, on pose une semaine de vacances. Alors que quand on est en magasin, si on ferme une semaine, il n'y a plus de revenus non plus. Alors, j'en suis pas au point de me dire que c'est l'activité d'optique qui rémunère l'activité de somatopathe, mais on peut pas les gérer de la même façon, en tout cas. C'est pas du tout pareil. Et tu fais des activités, activités professionnelles ? Non, enfin peu. Je suis marié, j'ai 2 enfants, donc ça m'occupe bien assez. Enfin, si, je vais faire du sport ponctuellement 1 à 2 fois par semaine, mais c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais voilà, c'est déjà pas mal de gérer tout ça. Tu parlais de charges financières comment tu gères finalement tout ce qui est marge, tout ce qui est... Est-ce que tu es aidé ou est-ce que tu l'as appris ou est-ce que comment ça marche ? On a eu des cours de gestion à l'école, classique. Après, on a un comptable, c'est-à-dire que la première fois qu'on veut ouvrir un magasin, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc, il faut un prévisionnel, un banquier, un comptable. Et puis, on apprend petit à petit. Et puis, on se rend bien compte que si une année, on a vendu des produits à tel prix et que le comptable nous dit il reste rien à la fin de l'année, c'est qu'on s'est trompé. Alors, on a plus d'outils maintenant qu'il y a 20 ans, voilà, on fait plus attention. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, on peut le suivre en direct. C'est surtout ça, je pense qu'on faisait peut-être pas au tout début. C'est-à-dire qu'en fonction des volumes de vente sur un mois ou des choses comme ça, on va savoir si on a vendu plus de tel ou tel produit, si notre marge, du coup, a été atteinte, aussi bien en hausse qu'en baisse. Donc, en fait, on a des manières de réagir certainement plus rapides qu'avant. Voilà. Mais par contre, ça se regarde tout le temps. C'est combien de clients mensuels une boutique d'optique ? Toutes les boutiques, il y a des magasins qui vont faire 250 000 € de chiffre et il y en a qui vont faire 2,5 millions, donc ça dépend des magasins. Voilà. À mon échelle, à moi... Alors, plus le nombre de clients ? Oui. En nombre de clients,
Mais il y a tout. Enfin, je veux dire, il y a des opticiens qui peuvent vivre avec 2 clients par jour. Donc sur 5 jours, ça fait 10 clients par semaine. Et d'autres qui font 25 clients par jour. Donc des grosses structures qui peuvent faire 25, 30, 50 paires de lunettes par jour. Il y a tout le... C'est un peu ça l'optique, c'est-à-dire qu'il y a de très petits à très très gros. Et il faut savoir à qui on veut s'adresser. Et en fonction de la cible qu'on choisit, effectivement, ça fait la grosseur du magasin à peu près. Grosso modo, je sais pas, ça doit être une vingtaine de clients. Ça dépend des mois en plus. Et s'il y a quelque chose qui a bien changé, c'est ça. C'est que depuis le Covid, il n'y a plus rien de fiable. On peut faire plus 60 au mois de février et moins 40 au mois de mars, mais sans savoir de raison particulière. Ça a beaucoup changé le Covid ? Ah ouais, ça a tout changé. Tout. Comme on en parlait tout à l'heure, en termes d'achat, quand on se réunissait à 18, on a grosso modo ces 18 magasins. Alors il y en a des plus gros que d'autres, mais on fait tous à peu près le même chiffre d'affaires, parce que c'est l'idée de Juste un Regard, c'est des opticiens de proximité avec la force d'un grand groupe. Donc on est tous dans des petites villes, villages ou des choses comme ça. On s'adresse tous à la même clientèle, et en fait on vendait tous la même chose au même moment. Et maintenant c'est terminé. On ne sait pas pourquoi. Dans un coin du département, on va plus vendre ça, et dans l'autre coin pas. Et ça va s'inverser 6 mois après, on ne sait pas. Et donc on ne peut pas travailler comme on travaillait avant. C'est quoi le plus compliqué dans ton quotidien ? C'est de ne pas tout casser trop vite, en fait. C'est-à-dire que quand ponctuellement, il y a une semaine où on va moins travailler, et ben on ne se dit pas, allez, j'arrête tout, j'arrête cette marque, j'arrête ci, j'arrête ça, je vais faire des économies sur ci, sur ça. C'est de ne pas tout remettre en question toutes les semaines, en fait. Parce que finalement, sur 20 ans, si on est encore là au bout de 20 ans, c'est qu'il y a du travail et que ça va bien, et ça va toujours bien. Mais il ne faut pas tout remettre en question toutes les 10 minutes. Donc de la patience. Ouais, c'est ça. Si jamais tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'optique, ça serait quoi ? Je pense qu'il faut quand même aimer travailler avec les gens. Oui. Il faut... Si c'est quelqu'un de très timide, déjà il peut ne plus l'être. Moi je l'étais et je ne le suis plus. Mais si c'est quelqu'un qui préfère travailler derrière un bureau tout seul, il ne faut pas faire ça. C'est possible, il peut aussi être à l'atelier et faire que des montages. Quand on taille les verres ou des choses, il peut passer sa journée à faire ça. Mais c'est moins intéressant. Je pense que ce qui est très intéressant, c'est de le faire du début jusqu'à la fin. Si on sait que telle personne a un verre très épais, parce que sa correction nous l'indique, si on lui vend une très grosse monture, ça va être très moche. Donc il faut quand même avoir quelques notions. Et quand on fait le client du début jusqu'à la fin, on sait qu'on ne va pas lui vendre une monture très large parce que ça va être très vilain. Et que le client en plus ne sera pas content. Donc je ne sais pas quelle qualité il faudrait. Ouais, travailler avec les gens quand même. Ok. Julien, dans 5 ans, il est où ? Alors, au fil du temps, je me rends quand même je me rends compte d'un truc, c'est que j'aime beaucoup apprendre. Tout le temps. Mais toujours apprendre plus. Alors, il ne faut pas apprendre trop, parce que de toute façon, rester derrière, faire que des formations pour jamais s'en servir, ça ne sert pas. J'aime apprendre pour retransmettre. Il est où ? Je pense qu'il y aura toujours 2 activités, voire 3. Pourquoi pas ? D'accord, ok. Voilà. C'est une passion, en fait, l'entrepreneuriat, au bout d'un moment, c'est quelque chose où, en fait, tu as toujours envie de créer plus ? Oui. J'ai trop peur de m'ennuyer. Enfin, non, je ne m'ennuie pas, jamais. Mais il faut transmettre. J'aime apprendre pour transmettre aux gens. Tout le temps. Le salariat, plus jamais, quoi. Bof. Ouais, bof, moyen. Non, c'est pas possible. C'est plus possible. Mais c'était bien, heureusement je l'ai été et qu'il y a des gens qui m'ont appris. Sinon, je ne me serais pas lancé comme ça. Mais non, plus de salariat. Un patron, c'est mieux qu'un salarié ? Non, pour les deux. C'est quoi la différence pour toi entre les deux ? Il y en a un qui a pris des risques. Le patron a pris des risques. Il y a des gens qui ne veulent pas en prendre des risques. Mais je pense que le patron a quand même besoin d'un salarié. Moi, si je peux faire 2 activités, c'est parce que j'ai des salariés fiables, en fait, vraiment. Et si je ne les avais pas, je ne pourrais pas le faire. Et si à un moment ça casse, je me retrouve bien tout seul à faire 2 choses et c'est pas possible. Donc on peut pas être partout. Donc non, je pense qu'il y a besoin des 2. Ouais, je pense que le salarié... mais je pense qu'il faut se parler, vraiment, entre patron et salarié. Si le patron va dans une direction, il faut qu'il en parle à son salarié parce que si le salarié déjà braque tout de suite en disant non, c'est nul, moi je veux pas aller dans ce sens-là, ça va pas avancer.
C'est combien d'heures de travail par semaine, toutes tes activités? Je sais pas, je compte pas. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien de compter. Bon, c'est du lundi au samedi. Et t'es pas fatigué? T'arrives à dormir? Comment ça se passe en fait? Puisque tu comptes pas tes heures, donc du coup c'est nos limites. Non, mais et j'ai beau travailler dans le bien-être, je suis pas parfait. Hein, j'ai pas un sommeil parfait. Il m'arrive d'être stressé, il m'arrive d'être, oui, je sais pas. Je pense qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de profil type, c'est-à-dire que quelqu'un qui travaille dans le bien-être peut faire une dépression, qu'un patron peut être hyper épanoui. Voilà, en fait, je pense qu'il n'y a pas de règle et je pense qu'il faut juste être heureux dans ce qu'on fait. Par contre, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si on se lève tous les matins en se disant je veux pas y aller, eh ben ça va pas. Du tout. Moi, je me lève tous les matins en me disant c'est cool. Qu'est-ce que je fais? Je regarde mon agenda et on y va. Tu en parles avec d'autres personnes de tes problèmes de patron ou tu gardes ça pour toi? Alors, les 18 gérants des magasins Juste un Regard, on arrive à se voir, comme je disais, 3-4 fois par an là. Et oui, on échange un peu. Mais c'est nouveau. C'est parce qu'en fait, ouais, c'est assez nouveau. Je pense que chacun le vit dans son coin, entre guillemets. On le résout à sa manière, en disant moi je fais comme je peux ou comme je veux. Mais c'est assez récent, on arrive maintenant à échanger un peu plus. Et pas à se plaindre, mais à raconter nos vies. Enfin, à raconter un petit peu comment ça se passe, comment ça se gère. On arrive à en parler. Et ça aide? Ce qui est très marrant, c'est qu'effectivement, on retrouve les mêmes mots chez tout le monde, et en fait, sans le savoir. Donc, ça aide de l'entendre, qu'on n'est pas tout seul. Je ne sais pas si ça aide après, mais en tout cas, on entend ce qui se passe chez les autres, mais ça aide un petit peu. Ouais, et tu fais partie de groupes d'entrepreneurs, des réseaux ou autres? Oui, un peu. Un peu, en tout cas localement, de réseaux d'entrepreneurs. Oui, ça permet de prendre le pouls de ce qui se passe réellement. Moi, je travaille dans le service à la personne, quoi. Enfin, aussi bien en somato-pathie que dans l'optique. On peut savoir ce qui se passe dans l'industrie ou des choses comme ça. C'est intéressant de voir ce qui se passe ailleurs. Voilà. En fait, quand je disais tout à l'heure que je voulais apprendre tout le temps, c'est bien, mais il ne faut pas s'enfermer en fait. C'est-à-dire qu'il faut apprendre, mais c'est de manière très large. C'est-à-dire qu'on peut apprendre très bien d'un chef d'industrie régional, quoi. D'accord. Ok. Qui a 50 salariés et qui nous dit comment il gère 49 salariés. Ouais. Très bien. Est-ce que tu as des choses que tu voudrais rajouter? Bon non, pour moi ça va. Moi j'ai fait le tour. Parfait. Merci beaucoup Julia. Avec plaisir. C'était très intéressant. Oui, pour moi aussi. On mettra toutes tes coordonnées dans le descriptif de la vidéo et du podcast, parce que n'oubliez pas que vous pouvez suivre Entrepreneur Mode d'Emploi et sur YouTube et sur les différentes plateformes de podcast. Bonne journée, à bientôt. À bientôt, au revoir. Salut.